Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Vous êtes sur Zana TV, la chaîne de la diaspora, et vous suivez l'Ombongi Show. Notre invité aujourd'hui est une personnalité qui a été révélé ou qui s'est révélé en fait lors de la dernière campagne au Congo-Brazzaville. Il était aux côtés de Guy Brice Parfait Kolela. Mesdames, Messieurs, vous l'avez bien compris, c'est Monsieur Vivien Manangou. Monsieur Manangou, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Makosso. Monsieur Manangou, pour vous interroger ce soir, deux personnalités qui officient sur Zana TV. Bédel Baouna. Monsieur Baouna, bonsoir. Bonsoir, c'est Makosso. Bonsoir, Monsieur Manangou. Bonsoir, Monsieur Baouna. Encore une autre personnalité, Arsène Poitier, bonsoir. Bonsoir, Sire. Bonsoir, Vivien. Bonsoir, monsieur. Alors, Vivien Manangou, vous avez une actualité abondante ces derniers temps. Vous atterrissez à peine de Tbilissi, en Géorgie. Vous êtes allé représenter Parfait Kolela. Vous êtes son porte-parole. Rapidement, Vivien Manangou, alors on est un peu surpris, vous étiez à une rencontre des libéraux, alors qu'on sait qu'au Congo, il n'y a presque pas d'idéologie politique, puisque tout le monde avait les sociaux-démocrates, que ce soit à l'opposition ou au pouvoir. On se demande comment est-ce que vous vous démarquez aujourd'hui avec cette idéologie libérale. Parfait Kolela est un libéral. Et le mouvement politique qu'il est en train de construire, qui construit sur les cendres du MCDD, est un mouvement libéral. C'est un mouvement qui est adhéré à l'international libéral depuis bientôt 2 ans, c'était en Slovénie. Et donc voilà, donc je suis allé le représenter à l'international libéral en Géorgie, puis je suis aussi allé en Turquie, à Istanbul, rencontrer un certain nombre de personnalités, porter le message de Kolela. Alors, qu'est-ce qui explique Vivien Manangou aujourd'hui un peu cet activisme en fait à l'international pour Parfait Kolela, parce que on l'a pas souvent vu faire comme ça les capitales. Aujourd'hui, vous le représentez. Mais parce que la situation est exceptionnelle. Le général de Gaulle disait la situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Donc nous essayons d'expliquer ce qu'ont été les élections au Congo, ce qu'est aujourd'hui la situation politique congolaise, ce qu'est la position de Guy Brice Parfait Kolela. Et il est essentiel de faire entendre sa voix dans les capitales étrangères. Ça ne veut pas dire que le salut du Congo viendra de l'étranger, mais ça veut dire qu'il est essentiel que les amis du Congo, que les partenaires du Congo sachent ce qui se passe au Congo, ce que veut faire l'opposition pour le Congo. Vous leur dites quoi dans ces rencontres en fait? Nous leur disons qu'il y a eu un braconnage électoral au Congo. Nous leur disons aussi qu'il y a une situation assez désolante avec une catastrophe humanitaire dans le pool. Nous leur disons aussi qu'il est essentiel que la communauté internationale vienne au chef du Congo pour nous aider à nous parler entre nous, si tant est qu'on est encore capable de se parler. Alors, vous savez très bien, Vivien Manangou, dans ce type de rencontre, il y a très peu de leaders politiques africains. Comment vous vous retrouvez un peu dans ce milieu-là? Vous savez, moi je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que M. Kolela est un libéral et donc il a eu à adhérer à l'international libéral grâce à... Ça se passe par parrainage. Hein. Il a été sans doute parrainé par des amis sénégalais, je pense, pour l'ancien Premier ministre Idrissa Seck, et aussi M. Lamine Ba, qui ont été ses parrains dans l'international libéral, donc sont en partie aujourd'hui affiliés. Et voilà, il porte une idéologie libérale. Et d'ailleurs, ce que nous allons faire dans les jours à venir, c'est de faire en sorte que le combat politique au Congo se passe sur une confrontation idée contre idée. Fini le temps où on s'opposait simplement aux personnes. Nous allons essayer de dire, voilà, nous aujourd'hui, nous pensons que c'est dans la politique de proximité que nous appelons l'autogouvernance territoriale ou la décentralisation intégrale que le libéralisme va s'installer dans le pays, qui va favoriser l'initiative privée, qui va favoriser la concurrence entre les départements, entre les provinces du pays. Donc désormais, nous discuterons sur la base programmatique, sur la base idéologique, non pas simplement sur les personnes et sur les chamailleries sans intérêt. Alors, chamaillerie sans intérêt, Arsène Poitier, je vous donne la parole pour essayer de partager avec notre invité sur cette question d'actualité. Je retiendrai juste le mot « désormais ». Quand on parle de désormais, on a l'impression que dans l'analyse et la réflexion de notre très cher Vivien, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'il reconnaît en même temps que le politique congolais en général et donc le leader dont il est le porte-parole n'ont aussi jamais donc travaillé sur la question idéologique. Donc l'expression, je pense que les téléspectateurs de Zana TV seront surpris de constater aujourd'hui et de l'avouer que le MCDDI, l'action et le combat politique de du leader du MCDDI, donc Parfait Kolela, était libéral. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, c'est aussi un autre aveu, encore peut-être un déficit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on se rend compte aussi, peut-être que tu as mieux vaut tard que jamais, on constate aussi que Vivien Manangou est en train de combler ce qu'on appelle aussi le déficit international des leaders politiques en général, une fois de plus, et donc aussi de son leader qu'il représente en particulier. Pourquoi je le dis? Mais parce qu'en fait,
c'est quand même étonnant d'aller voir quand même des gens, c'est comme un enfant, un neveu qui va voir son oncle lorsque ça va mal. On se rend compte aujourd'hui que qui connaît nos leaders à l'extérieur. On se rend compte aujourd'hui que, et il n'y a pas que, on parle de Kolela aujourd'hui parce que son porte-parole est sur notre plateau, mais on constate aujourd'hui il y a cette manque d'anticipation. Vous êtes en train de combler un déficit international sur le plan idéologique, d'expliquer d'abord ce qui se passe, parce que moi je trouve très mal que les Géorgiens puissent comprendre en fait le braconnage électoral qui se passe au Congo, bien qu'ils aient des activités économiques dans ce pays-là, mais en même temps de se dire, la première question qui se disent, qui est Kolela? Comme aussi ils diront qu'il y a Nsatima Biala et tout le reste. Donc aujourd'hui c'est de voir comment on peut aussi réfléchir différemment. Mais est-ce que c'est pas aussi pas circonstanciel? Est-ce que c'est pas aussi pas un déficit de formation et de motivation? Vivement, est-ce que c'est juste un alibi? Il fallait que le Congo s'en porte très mal pour qu'on vous retrouve peut-être à Tbilissi et qu'on voit cette représentation internationale des leaders politiques congolais? Non, je crois que c'est un processus qui suivait son cours et puis il arrive à un moment où nous sommes dans une crise politique et économique d'une certaine ampleur. Forcément, on va tout rattacher à ça. Mais je pense que je viens de vous dire que M. Kolela et son parti étaient membre de l'Internationale libérale depuis 2 ans, donc bien avant les élections, bien avant le référendum, bien avant tout ça. Donc il y a un processus qui est en train de suivre son cours. Aujourd'hui, ce processus s'accélère. Nous serons à Marrakech en novembre prochain. Moi-même, je serai à Genève le mois prochain. Donc il y a un processus qui est en train de suivre son cours. Et puis, moi, je retiendrai la phrase de M. Mavungu Poachi, mieux vaut tard que jamais. Finalement, vous savez que la vie du Congo ne se value pas sur 60 ans, ou 40 ans, ou 50 ans. Nous passerons, les autres viendront. Mieux vaut que les jeunes disent que ça y est, à partir de Kolela, il y a eu une idéologisation des rapports de force politique, que de dire que rien ne s'est fait. Donc si dans 30 ans, les gens se souviennent que c'est grâce à Kolela et à un certain nombre que désormais les discussions politiques portaient sur des rapports idéologiques, dont date. Alors, dont acte, Vivien Mandango, est-ce qu'aujourd'hui, vous reconnaissez finalement ce déficit dont a évoqué Arsène Poitiers et que les autres ne vous suivent peut-être pas parce que en face, vous le faites peut-être, mais en face, les gens se contentent, c'est le statu quo en fait, sur ce plan idéologique? Ben, ils vont nous suivre. Ils nous suivront parce qu'ils n'auront pas le choix. Nous avons essayé lors de la campagne présidentielle de porter un programme libéral avec des aspects sociaux, parce qu'on ne peut pas dans un pays comme le Congo où tout est à faire n'est pas évoquer les questions sociales. Nous avons porté un programme. Sachez que la répartition territoriale du pouvoir est un aspect de l'idéologie libérale. Nous avons essayé de porter cela. Il y a eu des échanges d'un certain niveau qu'on peut contester, qu'on peut regretter. Tout de même, les autres ont été obligés de venir sur le terrain programmatique, même si on sentait bien que les gens voulaient se limiter aux querelles de personnes. Mais toujours est-il qu'avec ce que vous faites, notamment ici dans Ziana, en poussant les hommes politiques à s'engager sur les terrains idéologiques, moi j'ai bon espoir que nous allons arriver à un moment donné à un stade où les débats seront strictement idéologiques, c'est-à-dire que porteront sur des programmes, sur des idées. Et c'est essentiel parce que en l'absence d'idéologie d'idées, le seul ressort c'est l'ethnie. Lorsque vous êtes incapable d'avoir une discussion fondée sur des supports idéologiques, eh ben, vous allez sur le terrain ethnique. C'est tellement plus simple de mettre en avant l'ethnie que les idées. Donc, nous avons bon espoir que nous arriverons, avec l'appui de M. Baouna, M. Mavungu, que nous arriverons à avoir ces débats-là de très bonne qualité. Vous êtes au sein de l'opposition aujourd'hui, votre parti compte dans l'opposition. Est-ce que vous pensez qu'au sein de l'opposition, les gens sont prêts? Parce que si vous faites la démarche, on comprend très bien de votre côté, ça fait à peine 2 années, et vous avez été dans des joutes électorales qui ont quand même nécessité beaucoup d'énergie, et un discours libéral tel que vous l'avez dit. Est-ce que vous pensez que l'opposition congolaise, elle est prête aussi à faire le pas dans ce sens-là? Mais les idéologues au sein de l'opposition congolaise existent, ils ne manquent pas. Professeur Boao, par exemple, quelqu'un qui est un féru d'idéologie. Bon, les idéologues existent. Toute la question c'est, est-ce qu'ils pensent que l'on peut avoir le pouvoir au Congo, accéder au pouvoir par la voie idéologique, c'est-à-dire en arrivant à convaincre les Congolais que les recettes politiques qu'on propose sont les meilleures. Et c'est toute la question. Nous pensons que les Congolais sont de plus en plus un peuple mature. Lorsque vous regardez froidement les résultats électoraux, vous avez des surprises énormes. Moi, je rappelle aux gens que Kolela a obtenu plus de 100 voix à Bunji.
Son père, à l'époque, on avait obtenu 2. Donc, ça vous donne des idées. Ina, il a eu plus de 1000 voix. Donc, Mokoko a eu 7000 voix à Ankaï. On peut penser qu'il y a eu encore là une manifestation voilée de l'ethnicisme. Bon, très bien. Mais je note simplement qu'aujourd'hui, la population congolaise est à plus de 60% jeune. Elle veut entendre des choses. Parmi ces choses-là, il y a comment on fait pour créer des emplois. Il faut des solutions. Nous pensons que pour créer des emplois, il faut des solutions libérales. Bon, elle veut entendre des choses qui lui parlent, qui l'intéressent pour son avenir. Et plus nombreux nous serons à évoquer ces questions-là, plus nombreux nous serons à convaincre. Et je pense que l'opposition va suivre cette voie-là, puisque finalement, la seule voie, c'est la voie de la raison. C'est celle qui est capable de convaincre le peuple sur des recettes et sur des idées politiques capables de faire en sorte d'améliorer la vie des Congolais. Nous, on fait la politique pour que les Congolais se sentent mieux après nous. Par rapport à l'international Vivian Mandangou, vous avez évoqué tout à l'heure qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'international qui va résoudre les questions congolaises. On voit quand même que l'international est en train de peser dans la vie politique congolaise aujourd'hui. Est-ce que vous estimez que les institutions internationales, notamment, devraient faire plus que ce qu'on a déjà fait jusqu'à maintenant? On peut toujours faire plus. On peut toujours faire plus. Nous souhaitons que l'international continue à faire ce qu'il fait et puis amplifie cela. Et nous pensons que nous allons réussir cette amplification. Alors, il faut bien savoir que lorsque l'international s'engage dans un pays, c'est toujours dans le cadre du respect du principe de la non-ingérence. Il faut le savoir. C'est essentiel, c'est un principe de droit international qui est connu de tous. Tout de même, la non-ingérence, ce n'est pas l'absence d'assistance à peuple en danger. Donc, il faut à la fois trouver une conciliation entre ces deux principes et faire en sorte que nous arrivons à trouver le juste milieu. Toujours est-il que les Congolais seront les seuls capables de régler leurs problèmes. Parce que la communauté internationale ne vient que vous booster, vous donner un appui. Et après, les Congolais doivent être capables de faire recours à leur intelligence collective pour sauver ce pays. Du fait que ça ne soit pas rendu ni en Turquie, ni encore aux États-Unis, vous pensez que c'est cette fameuse pression internationale qui paye en ce moment? Il faudra poser la question à M. Aïssa, j'en sais rien. Arsène, pose une dernière question sur cet aspect d'actualité. La question, c'est la maturité. Vivian Mandangou revient sur la question de la maturité du peuple. Ce peuple, il est surprise, et on l'a déjà dit ici sur Zena TV, où on s'est rendu compte qu'entre les politiques et le peuple, il y a quand même en fait l'écart. C'est-à-dire que la maturité du peuple surprend la maturité même de ses leaders. Mais la question que nous pouvons nous poser aujourd'hui, c'est de constater qu'aujourd'hui, comment Vivian peut nous expliquer qu'une idéologie libérale peut-elle se conjuguer avec aussi une autre idéologie qui est beaucoup plus dans une économie administrée qu'on peut retrouver dans l'alliance FROCAD-IDC. On se rend compte qu'aujourd'hui, comment le MCDDI, dans son idéologie libérale, peut-elle marcher, cohabiter et en même temps aussi forcer, donc imposer son idéologie, alors que beaucoup de ses amis ne partagent même pas, même de loin, cette vision d'abord économique. Et en même temps, le peuple, comment peut-on arriver aussi à expliquer à notre peuple de cette dimension libérale, dans la mesure où ce même peuple, depuis le parti du communisme, c'est-à-dire qu'on est habitué dans une économie totalement administrée où l'État fait tout. Alors, concernant l'IDC et le FROCAD, vous avez raison de le dire, mais c'est ce que M. Makosso a dit au départ, c'est que l'essentiel des partis au Congo étaient des partis qui se sont proclamés, pour la plupart, social-démocrates. Bon, très bien. Moi, j'ai toujours pensé que la social-démocratie au Congo ne peut pas, aujourd'hui, moi-même je suis quelqu'un plutôt social-démocrate, j'ai toujours pensé que la social-démocratie au Congo ne peut pas s'installer dans les conditions actuelles. Pourquoi? La social-démocratie suppose deux choses. Première chose, l'existence d'un véritable capital. C'est-à-dire, et deuxième chose, l'existence d'une classe ouvrière avérée. C'est lorsque vous avez ces deux-là, vous allez chercher ce qu'on appelle le compromis social. Lorsque vous trouvez ce compromis-là, vous avez les acteurs, les ferments de la social-démocratie. Vous avez ni le capital, ça n'existe pas, ni la classe ouvrière. Comment voulez-vous installer une social-démocratie? Donc vous voyez, c'est un leurre. On a pris des considérations occidentales qu'on a essayé d'imposer à une réalité terrain qui n'était pas adaptée à cela. En revanche, c'est quoi le libéralisme, cher monsieur Mavou? C'est simplement de considérer qu'à la base de tout, il y a l'homme. L'homme libre de ses initiatives. Donc c'est quoi? C'est des éléments très simples, le libéralisme. C'est le respect des droits de l'homme, des droits humains. C'est quoi? C'est l'initiative privée.
Alors donc, nous pensons que sur cette base-là, avec un programme sérieux, nos amis de l'opposition nous suivront. Nous suivront. Mais nous, je peux vous le dire, nous mettrons, ça sera pour nous un préalable. Un préalable sur la base d'un programme. Ceux qui voudront venir avec nous sous le respect de ce programme, nous irons. Ceux qui ne viendront pas, nous irons. Nous ne faisons pas la politique pour à tout prix avoir le pouvoir à n'importe quel prix. Je pense que Kolela l'a déjà démontré. Que pas le pouvoir à n'importe quel prix. Nous allons rester sur ce terrain-là, sur un terrain avec un programme donné. Nous pousserons les autres à le respecter. Concernant le peuple, le peuple congolais est un peuple, à mon sens, épris de liberté. Épris de liberté. La collectivisation des moyens économiques, ça a été l'État qui a imposé cela, l'école communiste des années 60, que Bédel Baouna connaît sans doute mieux que moi, qui a imposé ce logiciel de réflexion. On a bien compris à quoi ça a emmené. On a bien compris à quoi ça a emmené. Aujourd'hui, il faut dire aux jeunes Congolais que l'État ne crée plus les emplois, même dans les pays les plus sérieux. Il faut dire aux jeunes Congolais que c'est l'initiative privée, c'est l'investissement. Et ce sont des éléments qui relèvent d'un certain libéralisme. Même si nous voulons faire en sorte que, non pas l'État, mais que l'entité publique, ça pourrait être les provinces, dans la configuration du Congo que l'on veut construire, ait une place de stratège, de gendarme, qui soit là pour assurer, faire en sorte qu'il y ait toujours une égalité entre les différents citoyens. Mais nous mettrons au cœur de notre projet l'initiative privée. Les Congolais peuvent très bien le comprendre. Alors, les Congolais peuvent le comprendre, certains ne le comprendront peut-être pas, mais Vivian Nango... Ça sera notre rôle à nous de les expliquer et de les convaincre. Leur expliquer, en même temps, aussi voir au niveau international, parce que le libéralisme aujourd'hui ne jouit pas toujours d'une publicité, je dirais, positive, c'est-à-dire qu'on a expérimenté le libéralisme, on sait aussi que cela est source de nombreuses inégalités et de nombreux dégâts sur le plan social. Aujourd'hui, nous sommes déjà dans des pays comme le Congo, où les inégalités sont déjà criardes. Comment est-ce que vous ferez un libéralisme bantou, par exemple? Libéralisme. Si vous permettez l'expression. Socialisme bantou n'a pas très marché. Donc libéralisme bantou, c'est pas. Mais ce qui est certain, c'est que Monsieur Makassou, ne prenez pas le libéralisme dans le sens de libéralisme sauvage. Prenez le libéralisme dans le sens de la liberté, dans le sens de la liberté de création d'entreprise, dans le sens de la liberté de penser. Les pays les plus riches au monde demeurent encore des pays libéraux. Ce sont des pays dans lesquels la production des richesses est encore la plus importante. Alors vous dites qu'il y a des inégalités importantes, sans doute, mais moi je considère qu'un pays comme le Danemark, géré par un libéral, est encore un des pays où il fait mieux vivre au monde. Un pays comme la Suède, alors même si c'est vrai qu'il y a un vrai passé social-démocrate. Donc moi je pense que dans le cas du Congo, c'est ce que j'ai dit, on ne peut pas installer un libéralisme effréné, sauvage. Il faudra que la personne publique ait toujours son mot à dire, notamment de la régulation de l'activité économique, parce que, en effet, lorsque nous voulons par exemple installer les provinces, nous disons qu'il faut faire une péréquation qui soit une péréquation intelligente, en faisant en sorte que les départements, les provinces qui seront les provinces, sans doute les provinces les plus riches, du type la province du littoral, Kwilu, Niari, que cette province-là par exemple, puisse retrocéder une partie de ses richesses pour compenser la disparité des provinces les plus pauvres. On pense par exemple à la province qui sera un peu moins lotie, qui est la province autour de Brazzaville, Congo central. Donc vous voyez, il y a quelque chose de travaillé, de réfléchi, qui fait en sorte que ni les peuples, ni les institutions ne soient pas lâchés de la nature. Il y aura une régulation qui fait en sorte d'éviter qu'il y ait de trop grands écarts entre les territoires et entre les personnes. Vivian Nango, vous nous avez tendu une perche en parlant de certains aspects du programme de Parfait Kolela. On l'a bien suivi durant la campagne. Bédel Baouna, on va aborder avec vous désormais cette partie de la campagne congolaise où on a suivi Vivian Nango déjà dans son expression et aussi dans le soutien et la clarification des idées que vous avez apportées en fait sur les plateaux sur place au Congo-Brazzaville. Oui, si vous le permettez, excusez-moi, Monsieur Manangou, je voudrais un peu prolonger le débat sur le libéralisme. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas une réalité au Congo selon laquelle que le Congo est un pays libéralement outrancier? Dans le juste. Quelques exemples. La privatisation des entreprises publiques, désormais dirigées par des affairistes véreux. Le règne du mercenariat. Le règne des fondations privées. La faillite du système éducatif au profit des écoles privées. Je dis bien. La faillite du système sanitaire au profit des cliniques privées et détenues par qui? Par des particuliers, des privés et parfois véreux. Des commissions occultes. Vous savez, il y a toute une floraison de concepts qui proposent même d'identifier ou bien de qualifier l'État congolais. Est-ce que, n'est-ce pas le libéralisme qui a abouti, non contrôlé, qui a abouti à la faillite de l'État congolais? Je ne sais pas s'il faut appeler ça le libéralisme non contrôlé. Toujours est-il que M. Baouna n'a pas tort, c'est qu'il y a eu un certain nombre de pratiques
qui ont été d'une certaine manière encouragés à partir des plans d'ajustement structurel des années 90, où on a encouragé les privatisations, on a encouragé un certain nombre de choses, et puis finalement, nos vieilles pratiques de corruption, on se sent gravé, on dit, hein, greffé sur ces mots d'ordre de la communauté internationale et ont conduit à l'état que décrit M. Baouna. Oui, en effet, la santé a été délaissée au profit des cliniques privées, l'éducation, oui, très bien. Mais lorsque l'État, 2 années de suite, prend des milliards, en disant année de la santé, et qu'à la fin les hôpitaux sont dans le même état qu'avant, c'est pas le libéralisme, ça. C'était la même chose pour l'éducation. C'est la même chose pour l'éducation. Tout comme pour la culture aussi. Tout comme pour la culture, mon cher Bédel. Ce n'est pas le libéralisme, ça c'est une question de pratique humaine, c'est une question de personnel politique. Donc moi je suis d'accord avec vous qu'il faut, c'est pour ça que je vous dis que nous allons garder une place essentielle pour l'État. Pourquoi? Ne serait-ce que pour assurer l'égalité. Le premier principe du libéralisme, c'est l'égalité. C'est l'égalité. S'il n'y a plus d'égalité, il n'y a plus de libéralisme. Donc, nous allons faire en sorte que l'école revienne à son meilleur niveau par des dotations efficaces. Moi, je vais vous dire, M. Baouna, rappelez-vous de Tony Blair, avec sa fameuse 3e voie. Toute la politique de Tony Blair était de faire le paquet dans l'éducation, le paquet dans la santé. Vous avez torpillé ici des modèles occidentaux qu'on a voulu transposer dans des sociétés pauvres comme le Congo. Oui. Alors là, vous revenez à Tony Blair. Est-ce que ce n'est pas contradictoire? Non, parce que je ne torpille pas. Je vous montre juste comment une politique libérale peut être égalitaire. Et je vous cite Tony Blair. Malheureusement, parce que, d'ailleurs, allez, je vous laisse Tony Blair, je vous cite Ouad. Je vous cite Maître Ouad, ça fera peut-être plus plaisir. Je vous cite Maître Ouad qui est un chantre du libéralisme. Quand vous partez au Sénégal, tout le monde vous dit qu'en matière de bourse d'étudiants, qu'en matière de construction d'infrastructures publiques, personne ne veut Ouad. Les dérives de Ouad, c'est sur l'affaire de s'accrocher au pouvoir. Mais sur la gestion de l'État, université, pourtant un chantre du libéralisme. Donc, moi je pense qu'un libéralisme adapté à la situation, c'est pour ça que nous parlons de développement intégral. Parce que le développement intégral, justement, tourne le dos au mimétisme. Libéralisme dans le sens de liberté de faire, liberté d'agir, liberté de créer, tout en ne délaissant point les aspects qui permettent l'égalité entre citoyens, c'est-à-dire l'école, c'est-à-dire la santé, c'est-à-dire tout ce qui relève du régalien. Alors, sur ce, j'ai 3 questions. Donc, la première question. Vivien Manangou, vous avez employé une belle métaphore d'ailleurs, braconnage électoral. Moi, je dirais même braconnage politique, économique, social, judiciaire. Alors, quelle est la part de responsabilité de celui dont vous représentez les intérêts à l'étranger? Donc, je veux dire, Guy Brice Parfait Kolela, est-il comptable de ce chaos-là ou pas, selon vous? Alors, vous voulez que je vous réponde tout de suite ou vous... Oui, c'est ma première question, oui. Écoutez, moi, je considère que tous les responsables politiques congolais, dont moi, sont comptables de ce qui s'est passé au Congo. Enfin, comment vous incluez? Bien sûr, parce que j'étais acteur de la campagne. Oui. Je pense que nous sommes tous à des degrés différents. Est-ce qu'il a fait sa mue? Est-ce qu'il a fait son autocritique, Guy Brice Parfait Kolela? Et il a dit au peuple congolais oui, dans la mesure où j'ai été membre du gouvernement, donc j'ai participé à ce chaos aussi. Oui. Et il l'a dit. Guy Brice Parfait Kolela a tenu un meeting au centre sportif, pas au centre sportif, au siège du MCD à l'époque, public, ça existe sur Internet, où il avait excusé, il avait demandé pardon, il avait expliqué que qu'on pouvait faire une erreur, qu'on pouvait faire des erreurs, que l'essentiel pour un homme, c'était de reconnaître ses erreurs et de ne plus refaire les mêmes erreurs. Et donc, il arrive dans la vie de quelqu'un que chaque homme puisse faire des erreurs. Nous avons été loyaux, c'est-à-dire on explique que nous avons été dans le gouvernement, nous avons assumé notre passé dans le gouvernement, mais que nous voulions proposer autre chose. Donc, quand je dis que nous sommes comptables, c'est parce que oui, Guy Brice l'a eu dans le passé, il était dans le gouvernement. Pendant la campagne, nous avons été les acteurs de la campagne. D'une certaine manière, s'il y a un chaos, tous les acteurs politiques sont responsables, d'une façon ou d'une autre. Toute la question, c'est qui a le plus de responsabilités? Vous savez, même en droit, vous le savez, lorsque 10 personnes... Vous parlez de la hiérarchie de faute, c'est ça?
Bien entendu, lorsque 10 personnes sont interpellées, on cherche quand même qui a mis le coup fatal. Donc, vous voyez bien qu'ils ne sont pas tous condamnés au même niveau. Mais dire aujourd'hui que parce que nous sommes l'opposition, que nous n'avons aucune responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui, à mon sens, ce n'est pas la politique que moi j'ai envie de faire. Est-ce que ce n'est pas aussi une quête de virginité finalement pour les hommes politiques de l'opposition? Parce que on les a entendus tous à des décrets divers dire, mais écoutez, on a fait, on s'est trompé, on ne savait pas trop. Est-ce qu'aujourd'hui, notamment les leaders politiques congolais, est-ce que c'est un véritable mea culpa ou bien c'est quelque chose un peu, comme on dirait, c'est essentiel, voilà, de circonstances, il y a une élection, on vient... Vous savez, je reste convaincu que Guy Brice Kolela n'aurait pas dit ça, n'aurait pas fait son famille mea culpa, il aurait quand même fait son score. Ah et bon. monsieur Bayouna sait de quoi je parle. Ah bon. Donc c'est une démarche sincère. C'est une démarche sincère, d'autant plus que vous m'aviez suivi, vous avez suivi Kolela pendant la campagne. À aucun moment, nous avons attaqué le président Sassou, simplement sur sa personne ou sur ses présumés frasques. De l'avoir attaqué sur des points précis de son bilan, de là où on voulait aller plus loin, de là où on pensait qu'il avait échoué. C'est le sens de la politique que Kolela veut faire, que nous voulons qu'on fasse dans notre pays. C'est-à-dire qu'on délaisse les invectives, à la limite pour les commentateurs, que ceux qui sont, parce que M. Makosso, M. Baouna, M. Mavungu se lâchent sur un homme politique, à la limite, ça se comprend, c'est son travail. Mais entre hommes politiques, le mieux c'est quand même de dire, vous avez échoué là, moi j'aurais fait comme ça. Alors est-ce que si vous permettez, est-ce que pour Brice Kolela, c'est pas plus facile de ne pas attaquer Sassou puisque c'est son père? Non, il l'appelle papa. Et il l'appelle papa. Mais il attaque, non? Enfin, durant la campagne, puisqu'il n'indexe pas directement, il parle de sa politique, mais lui, il ne peut pas l'indexer. Et il le qualifie même d'homme de grande qualité. Donc, parce que vous avez suivi ce documentaire-là qui est passé ici. Je ne sais pas, je ne l'ai pas suivi. Mais sans doute, je vous crois. mais parce que vous pensez que M. Sassou n'a pas de qualité? Si, forcément, sinon il ne serait pas président du Congo depuis 50 ans. Moi, je pense justement... Le fait même d'avoir démocratisé le vol au Congo, c'est déjà une qualité. Une qualité morale. Bon, moi, je n'aurais pas dit que c'est déjà une qualité morale. Ce n'est pas celle. C'est déjà une qualité morale. Ce n'est pas celle que je retiendrai. Monsieur Manangou. Monsieur Manangou. Je t'en prie, M. Makosso, mais si vous voulez que. Moi, je pense que le fait je pense que le fait de dire. Donc, c'est pas une relation filiale qui a fait en sorte qu'il soit plus ou moins mesuré par rapport à. Non, c'est une. Non, ce n'est pas. Non. Si vous connaissez l'histoire de M. Kolela, l'histoire de sa famille, vous comprendrez qu'il n'y a pas de relation filiale entre Kolela et Sassou. S'il y avait une relation filiale, mais il appelle bien Monsieur papa. Sassou, Monsieur Sassou. Il a bien, vous savez, moi j'appelle Monsieur Mandimba papa. Nous n'avons pas de relation filiale. Donc ça existe beaucoup au Congo. Je suis sûr que vous appelez des gens papa avec qui vous n'avez aucune relation filiale. Tout à fait. Pas semblant. Ça existe. Très bien, Monsieur Makosso, vous comprenez aussi qu'entre leaders politiques, c'est quand même bizarre que votre challenger vous appelle papa et que demain, comment est-ce que vous allez avoir le courage d'aller dire de l'affronter. Ce n'est sans doute pas le seul qui l'appelle papa. On parle bien de lui, puisque c'est lui que vous représentez. Oui, bien entendu, mais pour moi, je pense que c'était juste un signe de respect. Parce que je vous rappelle que c'est M. Sassou qui a divisé la famille Kolela. Je vous rappelle que M. Kolela aujourd'hui ne se parle plus avec 80% des membres de sa famille. Et ce n'est pas de la comédie. Tous ceux qui vivent à Brazzaville le savent, vous pouvez vérifier. C'est vérifiable. Et c'est M. Sassou. Je vous rappelle, je peux dire des choses ici, des tas de choses sur ce que M. Sassou a fait pour faire en sorte que Kolela et ses propres parents ne se parlent plus. Et tous les mensonges que M. Sassou a débités. Donc vous voyez, on peut très bien venir s'imaginer des choses. Enfin bon, très bien, ça relève ça presque du privé. M. Kolela, s'il était dans ce rapport-là, filial avec M. Sassou, ne serait ni candidat, aurait accepté tout ce que M. Sassou l'avait proposé bien avant et ce qu'il a proposé bien après. Or, à l'usage, nous constatons bien que tout ce qu'on avait prédit sur Kolela n'existe pas. Rien n'est arrivé. M. Kolela n'est pas dans le gouvernement. M. Manangou n'est pas dans le gouvernement. Il n'est pas Premier ministre. Donc, c'est encore une fois... Restons sur M. Guy Brice Parfait Kolela. Vous, donc, je pose la question au docteur Manangou, au juriste Manangou. Est-ce que vous diriez de Guy Brice Parfait Kolela qu'il est un homme d'État ou un homme politique, ou bien les deux? Je pense que les deux. Les deux. Alors, est-ce que vous pourriez donc nous donner quelques éléments d'appréciation pour bien comprendre qu'il est vraiment un homme d'État doublé d'un homme politique? Alors, il est un homme politique, c'est évident. Il est élu, il fait la politique. Donc il suffit d'être élu pour être un homme politique. Je pense que pour être un homme polique, il faut disposer d'une certaine légitimité politique. Et pour être un homme d'État? Attendez, mais oui, mais si vous voulez bien que je vous réponde étape par étape, nous entendrons très bien. Allez-y. Donc, pour ce qui est de l'homme politique, M. Kolela est élu. Dans sa localité où il est élu à Kinkala, sur les 13 200 votants, il a obtenu 12 750 voix. Donc je crois que sa légitimité ne souffre d'aucune discussion.
C'est un homme politique, c'est avéré. Quand tu es un homme d'État, ce qui est différent de l'homme politique, c'est celui qui est capable, à un moment donné, de se transcender au-dessus de ses propres intérêts personnels. Là encore, Guy Brice Kolela l'a fait, il l'a démontré. Je vais prendre 2 exemples. Premier exemple, il était dans le gouvernement, dans le confort matériel du gouvernement. Il a accepté de partir du gouvernement. Pourquoi? Parce qu'il avait dit au président Sassou, on ne change pas la constitution pour des raisons personnelles. Au Congo, la première personne qu'on sait qui est partie du gouvernement, parce que ça ne marchait pas, c'était Paul Nkaya. Et après, on en a vu 2 autres. C'était Madame Mounari et M. Kolela. Et Madame Mambo et Madame Mambo Benele, autant pour moi. Vous voyez, visiblement, nous avons des femmes courageuses au Congo. Dans l'opposition congolaise, dans la configuration actuelle, je ne veux faire d'injure à personne. Très peu ont eu le courage de s'opposer en étant au gouvernement. Même ceux qui aujourd'hui se prennent pour des euros. Lorsqu'ils étaient dans le gouvernement, ils ne parlaient pas beaucoup. Vous pouvez parler. Monsieur Kolela, attendez, je suis responsable de mes propos. Oui, vous voulez parler, par exemple, de ce qui était là, monsieur Okombi. Non, je n'ai rien dit. Et puis après, c'est à vous, mais les commentateurs, de commenter. Moi, je dis ce que j'avais à dire. Je dis ce que j'avais à dire. Je dis, il est facile d'être zéro lorsqu'on n'est plus dans la case. Voilà. Donc, simplement, monsieur Kolela l'a fait. Il est parti. Deuxième chose qui prouve que c'est un homme d'État. Le 26 mars, nous sommes à la Fougère, au siège de campagne de M. Kolela. Il y a près de 4000 jeunes. Moi, je tiens une conférence de presse. Il y a près de 4000 jeunes qui demandent des armes, qui demandent d'aller dans la rue contester les résultats. M. Kolela leur dit, mon rôle à moi, ce n'est pas de vous envoyer à la bouche. Mon rôle à moi, c'est de vous protéger. C'est de vous protéger. Ce que je veux, c'est que nous puissions gagner notre élection, mais pas en vous envoyant la mort. Voilà ce qu'est, à mon sens, un homme d'État. Oui, vas-y. Non. Allez-y, c'est parti. La question, oui, vous étiez là, vous pouvez dire ça. Je pourrais aussi dire que c'était peut-être votre raisonnement peut-être subjectif pour 2 raisons. La première, est-ce que le fait que Kolela dise à ces jeunes que je n'ai pas envie de vous envoyer à la mort, mais parce que aussi Kolela, étant ancien membre du gouvernement Sassou, savait aussi la force en face, c'est-à-dire que le rapport de force en face de Sassou, et qu'il était incapable de répondre de façon équilibrée, matériellement, militairement, face aux jeunes qui exigeaient à cette époque-là. Est-ce que c'est tenu la qualité d'homme d'État? Non, je ne parle pas de qualité, mais je parle de discours. Après, la question ça, c'est la responsabilité de Bédel qui va vouloir savoir la relation entre homme d'État et homme politique. Au Congo, moi, ça me pose toujours un flou. Donc, aujourd'hui, je prends beaucoup de distance. Mais par ailleurs, moi, je vais rester sur ce point-là. Après, vous me dites, le courage de Kolela de partir du gouvernement en voulant être ce zéro qui contredisait Sassou à l'intérieur. Laissez-moi aussi quand même de m'interroger. Je vais être aussi, en fait, un citoyen lambda qui se dit, oui, moi, j'aurais été content de voir Kolela partir du gouvernement à l'époque où il sentait, et tout le monde le savait, qu'on va aller, déjà par exemple, on va changer de la constitution. Donc, ça veut dire que ce vent-là, tout le monde le savait, on devait partir. Kolela est attendu presque la dernière minute. Je pense que Kolela est parti, ça c'est moi, qui l'assume, peut-être aussi par ce qu'on appelle le vent populaire. Ça, c'est la première question. On va ajouter à cela cette autre analyse qui dirait que Kolela est parti parce que Kolela était foncièrement content et rassuré que c'était le bon moment, que Sassou partait, que Sassou était fini et qu'il devait. C'était en fait un système de profito-situationniste. Il disait bon voilà, Sassou est fini, j'ai peut-être la réponse. Alors. Oui, mais ce que j'adore dans vos propos, c'est que vous les assumez dès le départ. Comme ça. Comme ça, c'est fait. Bon. Voilà. Je l'assume. Oui. Mais c'est très bien. C'est bien d'assumer. Alors, première chose, vous dites que il a peut-être, par rapport aux déclarations du 26 mars, vous dites que finalement, il connaissait la force d'en face. Moi, je vous rappelle tout simplement que lorsque M. Gbagbo a mis les gens dans la rue en Côte d'Ivoire, il savait bien que l'armée avait plus de moyens que lui, militaire. Et pour revenir au Congo, lorsque M. Kolela Père a mis les gens dans la rue le 3 novembre 93, conduisant aux morts qu'il avait conduit, il savait très bien qu'il n'avait même pas une arme à l'époque et que les autres en face allaient tirer. Donc ce n'est pas tellement... Oui, mais pour Gbagbo, ça me fait réfléchir encore. Hein. Oui, pour Gbagbo, oui. On a bien vu leur histoire. Mais la question, c'est de savoir, c'est pas tellement la question de qu'est-ce qu'il y a en face. D'autant plus que ce n'est pas les enfants de M. Kolela qui seraient dans la rue.
Donc, c'est ça être un homme d'État, c'est-à-dire prendre une décision à un moment donné qui peut vous servir vous personnellement, mais vous ne faites pas usage à ça parce que vous pensez au pays, vous pensez nation. Et après, on peut ou ne pas être d'accord. Première chose. Deuxième chose, vous dites qu'il est parti au gouvernement à partir du moment où vous pensez qu'il était sûr que M. Sassou tomberait et que donc il est venu, bon, il profite de la situation. Vous pensez vraiment que M. Kolela, en partant du gouvernement, savait qu'il allait être le principal leader de l'opposition? Non. M. Kolela n'a jamais fait des calculs pour se retrouver opposant. C'est pas vrai. Il n'avait pas un plan de carrière se disant ça se va peut-être tomber là, moi je pars. Non, non. M. Kolela gérait une alliance politique avec le PCT. Dans cette alliance politique avec le PCT, il avait été question, à partir de 2009, à l'époque le vieux Kolela existait encore, que le Parti congolais du travail soutiendrait le candidat du MCDI à la fin des 2 septennats présidentiels de M. Sassou. Voilà l'accord qu'ils avaient. Et M. Kolela avait toujours expliqué au président Sassou comment, dans quelle mesure cet accord-là devrait marcher et ce que lui, il devrait jouer comme place, comme rôle, et ce qu'il attendait de M. Sassou. Alors, on peut dire qu'il était naïf. Est-ce qu'il n'était pas naïf? Oui, mais monsieur Waouna, mais je suis d'accord avec vous. On peut toujours penser que quelqu'un est naïf, mais qu'est-ce que vous faites des accords politiques? Donc, il n'est pas un homme politique, finalement, il est manipulable. Mais non, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas un homme politique, mais c'est celui qui a toujours une stratégie de parade en cas de... C'est celui, vous me dites qu'il n'avait pas de plan de carrière. Non, mais... Donc, qu'est-ce qu'il est venu faire là? Non, attendez. Entre plan de carrière... n'avait pas un plan de carrière. Non, ah oui, mais moi, si M. Kolela était un carriériste, je ne serais pas avec lui. Parce que moi, quand on fait la politique, c'est pas pour devenir... On n'a pas un plan de carrière. Quand on fait de la politique, on a un plan pour sauver un pays, pas un plan de carrière. M. Kolela n'est pas ce que vous pensez qu'il est. C'est un homme visionnaire qui sait anticiper les choses. Pour autant, c'est un homme, comme il a une parole, il veut faire confiance à la parole que l'autre donne. Et je crois que c'est essentiel. Bon, mais maintenant, au moment où nous parlons... Oui. Comment M. Kolela compte-t-il rebondir? Puisqu'on peut l'affirmer qu'il est dans un bourbier, puisqu'il ne sait pas, jusqu'à présent, il n'a pas encore déposé les recours. C'est pas à une cour africaine ou bien à une juridiction internationale. Alors, semble-t-il. Maintenant, comment compte-t-il rebondir, M. Kolela? Alors, je ne sais pas s'il a besoin de rebondir, parce qu'il n'a pas besoin de rebondir, puisqu'il est là, M. Kolela. Il est à l'initiative. Je vous rappelle que M. Kolela est le seul qui a pris une part centrale de la résolution de la crise du pôle. C'est M. Kolela qui a fait intervenir l'Église. C'est M. Kolela qui a fait intervenir les monseigneurs. C'est M. Kolela. C'est lui qui a organisé des heures humanitaires. C'est M. Kolela. Il est à l'initiative. Et là encore, d'ici la fin du mois, vous verrez qu'il va mener une action politique. Il est à l'initiative, il n'a pas besoin de rebondir. Quant au recours,